suis croyant, je sais que Dieu existe, je suis musulman, mais je trouve que les Africains, ils mettent trop de poids sur Dieu. Et alors que Dieu, il est très occupé. Il doit s'occuper des Chinois, des Asiatiques, je veux dire, il doit s'occuper des Américains, il doit s'occuper des Russes, il doit s'occuper... Il a tellement d'enfants. Donc si nous on s'assoit pour dire non, ça va aller, Dieu est grand. Il faut donc prendre le destin en main. Il faut prendre le destin en main. Quand on regarde dans l'histoire, il faut simplement regarder l'histoire de la France, comment elle a fait pour arriver là. Moi, c'est à ça que je me réfère. Hein. Il faut regarder l'histoire des États-Unis, comment ils ont fait pour arriver là. Si nos frères sud-africains étaient restés dans les églises ou dans les mosquées pour dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, mais l'apartheid allait exister jusqu'à présent. Si nos frères noirs américains qui se sont battus contre la ségrégation étaient restés dans les églises, alors qu'ils allaient à l'église. Dans les exemples que vous prenez, il y en a aussi qui se sont rendus coupables de violence. Oui, oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur Dieu. Il ne faut pas tout mettre sur Dieu. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes et il faut vraiment se mettre ensemble pour mener le combat pour l'intérêt général. Nos frères sud-américains, enfin, nos frères d'Afrique du Sud ou des Noirs des États-Unis, il y a eu des trucs de violence, mais quand même, ils ont gagné le combat. Aujourd'hui, le combat n'est pas totalement gagné, mais tout le monde se rappelle encore du combat de Martin Luther King, de Malcolm X, même de Mohamed Ali. Même les sportifs se sont impliqués pour lutter contre la ségrégation et je pense que c'est ce résultat qui est là. Sinon, s'ils étaient restés pour dire ça va aller, je pense que rien n'allait bouger. Donc c'est ce que j'ai dit aux Africains. Tiken Jah Fakoly, sur cet album, il y a un titre qui a fait grand bruit, qui est sorti il y a environ 10 mois, en single. C'est Gouvernement 20 ans. Ce titre a fait grand bruit parce qu'on avait l'impression que vous indexiez notamment certains gouvernements, certains régimes. Ce soir, nous vous avons dans Sans réserve et vous êtes un homme sans concession. Dites-nous de quoi il était question dans ce titre. Mais je pense que quand moi je fais mes chansons, il y a des gens qui se sentent morveux, qui se mouchent. Et puis il y en a qui se sentent défendus. Il y en a qui se retrouvent dans les chansons. Ça a été toujours comme ça ici. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à l'époque, je pense que les musiques les plus jouées dans les meetings, c'était ma musique à moi. Et donc parce que simplement, ils se ressentaient dans ce que je chantais. Sinon, ce titre, vous savez, effectivement, on a dénoncé les emprisonnements à 20 ans des leaders politiques pour des délits d'opinion ou bien, voilà. En tout cas, il y a des cas au Bénin. Il y a des cas dans d'autres pays africains, tu vois, je ne me rappelle pas là tout de suite, mais il y a beaucoup de pays où des opposants sont condamnés, ou bien des adversaires politiques sont condamnés, etc. Mais voilà, maintenant il y a des gens qui ont pris ça pour eux. Voilà, moi je dis, à chaque fois que je fais une chanson, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est comme à l'époque quand j'ai chanté Quitte le pouvoir, tout le monde a pensé que c'était... Tout le monde a mis ça sur Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir, alors que les Togolais l'ont utilisé contre Yadema, les Gabonais l'ont utilisé, à Madagascar ça a été utilisé. Donc c'est comme les chansons de Bob Marley, des chansons qu'il a 40 ans, qu'il a chantées il y a 40 ans, mais qui s'adaptent à des situations aujourd'hui. Donc effectivement cette chanson a fait beaucoup de bruit, mais moi ce que je veux dire c'est que effectivement les gens interprètent les choses, mais moi j'étais toujours comme ça. Je chante, j'ai décidé que, en fait c'est pas moi qui ai décidé, mais ça c'est le reggae. Le reggae, depuis Bob Marley, a décidé d'être la voix des sans-voix. Et donc, mon devoir devant l'histoire est pour que le reggae puisse garder le respect qu'on lui doit. Il faut qu'il y ait des gens comme nous pour rester impartial et chanter quel que soit le régime qui est là. Il y a eu ces commentaires, peut-être parce que certains opposants ivoiriens également avaient été condamnés à 20 ans de prison dans la foulée. Donc certains se sont dit, certainement, Tiken Jah Fakoly est devenu leur porte-voix. Oui, effectivement, les gens, ils interprètent, tout le monde interprète. Ce n'était pas le cas? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je me rappelle pas que j'ai des rapports, enfin, je n'ai pas des rapports directs avec, je n'ai aucun rapport avec les hommes politiques en Côte d'Ivoire, directement. Effectivement, j'ai de la famille, j'ai des amis que je fréquente, mais par rapport à l'idéologie, je pense que j'ai décidé d'être impartial et continuer à dénoncer quel que soit le régime qui va être là. Tiken Jah Fakoly, vous êtes bien placé pour nous parler de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Vous avez connu beaucoup de soubresauts, vous avez connu l'exil. Si vous devriez faire l'état des lieux de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce serait lequel? Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime. Hein. Tout le monde s'exprime. Et puis, bon, maintenant, moi, je pense, à mon avis... Est-ce qu'à une certaine époque, vous avez été muselé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de liberté à vous exprimer? Vous allez comme vous venez? Vous ne vous sentez pas menacé? Ah oui, je vais comme je veux. Enfin, je viens quand je veux. Je n'ai jamais été menacé. Même au moment du gouvernement, 20 ans, les gens ont dit plein de choses, mais je n'étais pas du tout menacé. Effectivement, il y a une période, c'était assez compliqué. On ne passait pas à la télé, ou bien quand on allait à la télé, on disait non, tu ne peux pas jouer ce titre-là, il faut que tu joues ce titre. Bon, peut-être que ça continue aujourd'hui pour certains artistes, hein, mais moi je pense que, effectivement, tout le monde a le droit de s'exprimer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, donc je pense que la parole est libérée. Maintenant, si la liberté d'expression est menacée, je pense que le rôle de l'opposition ou de la société civile, c'est de se lever pour la défendre.
Tikendia Fakoli, dans le titre Caméléon, vous demandiez à l'époque à feu le général Robert Guéhi, entre guillemets, en tout cas c'est comme ça que la mémoire collective l'a conçu, vous lui demandiez de faire le travail d'organiser des élections transparentes, inclusives, et de libérer le plancher pour permettre à ce que les civils reviennent au pouvoir. Ce titre a un rapport avec la situation dans la sous-région ouest-africaine où il y a une résurgence des coups d'État au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Comment vous avez d'abord réagi face à l'avènement de ces coups d'État? Vous savez, je suis contre les coups d'État. Je suis contre les coups d'État parce que ça retarde le pays et que ça fait des nouveaux riches. C'est comme ça que je résume. Donc quand il y a eu ces coups d'État, d'abord je les ai condamnés au départ. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'il y a une rectification de la démocratie. Vous verrez que dans tous les pays où il y a eu ces situations, ceux qui sont arrivés au pouvoir par la voie démocratique, vous remarquerez qu'ils ont piétiné la démocratie. Le cas de la Guinée est flagrant. Le cas du Mali, voilà, la démocratie était piétinée parce que le père au pouvoir donne des responsabilités à son fils. Et au moment où les enfants maliens se font tuer dans le nord du Mali, le fils est sur un bateau en Espagne, en train de danser avec des jeunes filles, etc., en train de faire la fête, alors que c'est lui qui gère un peu l'argent de l'armée. Et donc, pour moi, je pense que si ça aurait été dans un pays européen, le président allait démissionner tout de suite. Mais comme chez nous, les gens ne connaissent pas ce que c'est que la démission. Et donc, le gars, il s'est accroché. Et puis, il a fallu que d'autres fils du pays viennent corriger cette erreur. Et puis, bon, en plus de ça, c'est un pays qui est en guerre. Vous savez, quand un pays est en guerre, généralement, c'est un militaire qui peut résoudre le problème. Voilà. En France, quand la France était en guerre, je pense que Pétain a déçu, il a fallu un militaire pour amener la France jusqu'à où elle s'est trouvée après. Donc vous dénoncez les coups d'État, mais dans certains pays, vous pouvez les comprendre. Oui, je peux comprendre la situation du Mali, parce que le Mali est en guerre. Une ouverture. Non, c'est pas une ouverture. Certains militaires non, c'est pas une ouverture. Pour se dire, mais tiens... Non, ce qu'il faut faire simplement, c'est de demander aux militaires d'organiser les élections très rapidement et de partir. Et c'est ma position au Mali et en Guinée. Quand je suis allé en Guinée, j'ai rencontré le président guinéen, j'étais pas seul, j'étais avec d'autres artistes. Ils peuvent témoigner, s'ils regardent cette émission. J'ai dit au président guinéen que, voilà, que le mieux, c'est d'organiser les élections, partir, et puis s'il pose des actes pendant la transition qui sont positifs, que c'est sûr que le peuple va l'appeler. Et donc c'est ce que j'ai conseillé, j'ai jamais rencontré le président. Comment Tchéké l'a fait, comment Tété l'a fait à l'époque? Bien sûr, il y a deux choix. Quand vous êtes militaire, soit vous finissez comme le général Gueye, qui n'a pas respecté ses engagements, ou bien vous finissez comme ATT, qui a été victime d'un coup d'État à la fin, mais qui a eu raison après, puisque le peuple malien l'a accueilli à bras ouverts, comment on appelle, son retour. Donc il y a ces deux exemples-là, ATT ou le général Gueye. Et il y a un message aujourd'hui pour les militaires, c'est le procès de Dadis Camara. Ça, c'est le message pour les militaires. Vous savez, Dieu ne parle pas à quelqu'un, hein. Dieu ne descend jamais vous parler à une personne. Mais il fait quelque chose quelque part, et quand tu regardes ça, tu te dis, ah, il y a un peu de moi dans ça là. Donc ça, c'est un message pour moi. Et donc aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir, que ce soit au Burkina ou au Mali ou en Guinée, notre souhait, c'est qu'ils nous donnent un calendrier précis et qu'ils fixent un objectif. Et puis bon, au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils nous donnent des nouvelles par rapport à cette situation et que très vite, ils organisent les élections. Voilà. Quand le Mali aura reconquis, en tout cas, son territoire, quand le Burkina aura reconquis son territoire et fait revenir, comment on appelle, ceux qui sont partis, les déplacés, je pense que ça serait bien d'organiser les élections rapidement et partir. Parce qu'un civil aujourd'hui, dans ce bourbier burkinabé ou malien, je me demande s'il va réussir. Mais en tout cas, ce qui concerne la Guinée, ce que nous souhaitons, c'est que les élections soient organisées très rapidement pour que, après avoir... Parce que, vous savez, dans les périodes de transition, les militaires peuvent régler des problèmes que les civils ne peuvent pas régler. Parce que les civils ont des partis politiques, ils ont des militants. Et donc, un militaire qui arrive, qui n'a pas de parti politique, logiquement, il doit régler les bougies, nettoyer les bougies, nettoyer les vis patinées, faire les réglages qui s'imposent, et puis bon, organiser les élections et partir. C'est ce qu'on attend des militaires, en tout cas de tous ces militaires dans le pays où il y a eu des coups d'État. Parlons singulièrement du cas de la Guinée. Aujourd'hui, le pays est dirigé par le président de la transition Mamadi Doumbia. C'est un pays qui a vu à sa tête Alpha Condé, dont vous avez un titre qui porte le nom, Alpha Condé, la prison ne vous fera rien, vous serez réhabilité devant l'histoire. Une prophétie. Exactement, une prophétie effectivement qui s'est réalisée. Vu comment prend fin le règne d'Alpha Condé à la Guinée, vous avez dû être peut-être déçu. J'ai été déçu, mais j'ai été déçu, mais en même temps pas étonné, parce que, vous savez, je peux le dire modestement. Au moment où vous chantiez cette chanson Tikendia, vous le connaissiez? Je le connais. Vous l'aviez rencontré une seule fois? Je l'ai jamais rencontré. J'ai écouté une chaîne internationale, j'ai entendu qu'il était en prison, je me suis renseigné sur les détails et j'ai trouvé que c'était un emprisonnement injuste. Donc, je n'ai pas été étonné parce que, vous savez, c'est grâce à, je le dis modestement, hein, c'est ma chanson qui a fait connaître Alpha Condé dans la sous-région, en tant qu'homme politique. D'ailleurs, durant tout son règne, les 10 ans,
pendant tous les meetings, c'est cette musique-là qui jouait. Mais voilà, Alpha Condé est venu à Bouléban, même pas un petit hommage à l'artiste. Alpha Condé a régné pendant 10 ans. Effectivement, on a eu des contacts 2 fois, mais voilà, ce qui ne se sont pas forcément bien passés parce que je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, voilà, il faut respecter vos engagements. Et puis, on va vous porter encore. Et on n'était pas d'accord sur le sujet. Donc, c'est pour dire que je n'étais pas étonné parce que, je suis désolé de le dire, je suis un garçon très poli, mais je pense qu'il avait pété les plombs. Donc, je n'ai pas été étonné qu'il y ait cette situation. Quand il y a eu cette situation. Très bien. Tiken Jah Fakoly, vous le réclamez vous-même, hein, vous êtes un fils de la Côte d'Ivoire, évidemment, mais vous êtes aussi surtout un fils du Mali. Le Mali en rupture de banc avec beaucoup d'entre ses partenaires, notamment la France, et il y a une petite brouille entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes exprimé sur le sujet sur les réseaux sociaux notamment. Ce soir, sans réserve, les militaires ivoiriens au Mali incarcérés, détenus depuis le mois de juillet. Nous sommes en novembre, il n'y a pas encore eu de solution. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a même décidé, à travers une note depuis mardi, de ce que les soldats ivoiriens engagés dans la MINUSMA vont se retirer. Comment vous réagissez aujourd'hui ? Mais moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage en tant que fils des 2 pays. Pourquoi on ne trouve pas de solution à cette crise ? Mais parce que nous, on n'est pas dans les secrets de Dieu déjà. Et ensuite, voilà, je pense que quelquefois, les dirigeants ont des comptes à régler entre eux. Bon, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça. Donc, moi, tout ce que je peux souhaiter en tant que fils des 2 pays, c'est que cette situation qu'on trouve une solution très rapidement. Parce que moi, je n'ai pas envie que les populations soient mêlées à ça. Et on en arrive, hein, on est déjà là, les populations ivoiriennes sont frustrées, il y a même des populations maliennes. Moi, je suis au Mali, je sais qu'il y a des grands marabouts qui ont demandé la libération de ces soldats ivoiriens. Et je peux vous dire, je vis là-bas, il y a beaucoup de Maliens qui pensent comme ça. Bon, évidemment, il y a les soutiens de la junte qui sont pas d'accord, mais je pense que la majorité des Maliens, sachant les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, tu vois, sachant l'histoire qui nous lie, notre fraternité, notre voisinage, etc., je pense que beaucoup de Maliens pensent que cette situation, elle doit prendre fin. Et c'est ce que je peux souhaiter en tant que fils des 2 pays. Et même ici, je demande encore qu'une solution soit trouvée avant qu'on rentre dans le rouge un peu. Parce que il ne faut pas que les populations soient frustrées, il ne faut pas que les populations commencent à se détester, il ne faut pas que les populations commencent à s'attaquer. Et donc, je pense que mon souhait, c'est simplement que cette situation ait une fin rapide. Le Mali, comme le Burkina Faso, sont confrontés à un grand problème de terrorisme. Tiken Jah Fakoly, on essaie de déployer les moyens qu'il faut pour lutter contre ce fléau grandissant dans la région du Sahara. Est-ce que vous, en tant qu'artiste engagé, observateur de la scène politique, vous avez une issue? Vous avez des solutions à proposer? Moi, je pense que, vous savez, le terrorisme aujourd'hui, c'est un peu le résultat de la mauvaise gouvernance, de l'abandon des jeunes. Quand les jeunes sont abandonnés dans leur secteur, et que les gens viennent leur proposer des motos, un peu d'argent et qu'ils les suivent. Moi, je pense que c'est parce que ces régions n'ont pas été développées, c'est parce que les jeunes gens sont livrés à eux-mêmes. Je pense que c'est tout ça qui a donné cette situation. Maintenant, moi, je pense qu'il faut remédier par des mesures, enfin, je veux dire des possibilités, des actes de développement. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire pour trouver une solution à ce problème tout en continuant à les combattre. Mais il faut que les gouvernements de ces pays-là prouvent qu'ils pensent à ces populations, qui n'ont pas oublié ces populations, qui fassent des choses dans ces endroits-là. Et je pense que ça va être quelque chose qui va être un peu... qui va combattre le terrorisme. Ça, c'est mon avis. Parce que c'est aujourd'hui une gangrène un peu pour le monde entier, même les États-Unis. Pour vous, la solution est plutôt sociale, économique, avant d'être sécuritaire? Oui, moi, je pense qu'elle est sociale. Mais en même temps, il y a des trucs derrière. Vous savez, elle est un peu long, on n'a pas assez de temps. Mais on a assisté un peu comment cette situation s'est aggravée au Mali. Hein. Quand Nicolas Sarkozy fait sa guerre à Kadhafi, parce que c'est ça. Et nous, Africains, on a mal aujourd'hui de voir Sarkozy se balader en France. La mort de Kadhafi, c'était un règlement des comptes. Donc, quand Nicolas Sarkozy fait sa guerre contre Kadhafi, l'armée de Kadhafi, qui soutenait Kadhafi, est pratiquement escortée vers le Mali. Donc, ils arrivent au Mali, et puis, et sans l'accord du gouvernement malien à l'époque, sans l'accord d'ATT, cette armée, elle arrive. Et elle ne s'entend pas avec ceux qui voulaient créer l'Azawad. Parce qu'eux, ils arrivent de la Libye, ils parlent l'anglais. Ceux qui sont dans le nord du Mali parlent français. Je pense que après, ceux qui sont venus de la Libye, on peut prendre le dessus sur ceux qui étaient au Mali. Donc je pense que c'est une situation, je ne dis pas qu'elle a été provoquée, mais je pense qu'il y a le fait que Kadhafi a été assassiné. Je pense que c'est ça qui a donné le résultat de toute cette situation au Mali. On a remarqué que tous les Français
qui ont fait du mal à l'Afrique échappent comme ça à la justice. On attend, on reporte les procès jusqu'à leur mort. Et donc pour moi, pour revenir à cette situation, moi je pense que cette région a été pourrie à cause de la mort de Kadhafi. Pardon, Muammar Kadhafi. Voilà, Muammar Kadhafi, excusez-moi, je ne vais pas souhaiter la mort de quelqu'un. Voilà, parce qu'on a entendu il y a quelques jours, il y en a qui souhaitent la mort de... Tu vois, il y en a qui sont contents parce qu'on a dit que d'autres sont morts. C'est très très méchant. Tiken Jah, c'est une bonne transition. C'est une bonne transition parce que les acteurs politiques ivoiriens, vous les connaissez, pratiquement. Depuis 1999, au lancement de votre carrière jusqu'à ce jour, vous les avez évoqués, même sans les citer, dans vos chansons au fil des albums. Aujourd'hui, quand vous regardez la scène politique ivoirienne, vous la connaissez tous, quel est votre regard sur ce personnel politique ivoirien? Mais moi, je dis que depuis quelques années, on est emmerdé par les mêmes leaders qui sont là. Voilà. Maintenant, ils ont fait des choses positives. Voilà. Je pense que le président Laurent Gbagbo, sa mission, c'était de nous ouvrir les yeux. La lutte pour la démocratie, pour le multipartisme, je pense qu'il a fait et qu'on retiendra ça de lui. Et voilà. Et donc, ça, c'était sa mission. Je pense que le président Bédié, qui a gouverné déjà, on peut le féliciter aussi parce qu'il a réussi à maintenir le PDCI en vie. Je pense que Houphouët-Boigny serait très content de lui parce qu'il a maintenu le PDCI en vie. Je pense que le président Alassane Ouattara aussi est venu au pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire vient de loin. Moi, tout le monde sait que depuis 1993, nous avons été dans une turbulence et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire quand même s'il y a des injustices, même s'il y a des inégalités. Mais tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est de retour. Tout le monde voit les travaux qui se font en Côte d'Ivoire. Il faut avoir les yeux constipés et le cœur constipé pour ne pas voir ce qui se passe. Et donc, moi, je pense que lui aussi, il a atteint sa mission. Maintenant, si les trois veulent être candidats encore, moi, je serais très déçu. On allait en parler, justement. Voilà. En 2025, Tiken Jah, l'affiche de 2010, l'affiche qui n'a pas pu avoir lieu en 2000, en 2005, qui a eu lieu en 2010, pourrait nous être servie encore en 2025. Comment vous réagissez? Vous avez commencé à dire que vous serez déçu. Oui, je serais déçu. Je serais tellement déçu. Je veux même croire qu'il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de prêtre en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de chef coutumier, qu'il n'y a pas de cases de rois, et que tout le monde profite finalement du sang de la Côte d'Ivoire, puisque nous avons eu 3 000 morts. Voilà un pays, depuis 1993, qui a fait au moins 5 000 morts, peut-être 4 000. 3 000 pour la crise post-électorale, mais les gens oublient les morts. Lorsque Gbagbo se battait pour la démocratie, il y a eu des morts. Lorsque Alassane se battait pour être candidat, il y a eu des morts, etc. Donc quand on comptabilise tout ça, on se retrouve dans un pays qui a fait au moins à peu près 3 000 ou 4 000 morts, je veux dire. Et il n'y a pas de monument. Il n'y a aucun monument qui est construit à la mémoire des victimes de la crise post-électorale. Comment vous voulez que les gens se rappellent de ce qui s'est passé? Quand vous écoutez aujourd'hui les gens parler sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que c'est un pays qui n'a pas connu toute cette situation. Et donc, moi, je pense que ces trois doivent avoir la sagesse de laisser, finalement, la place à une nouvelle génération. Je sais qu'au PDCI, vous avez des gens capables de diriger ce pays. Je sais que, à part Bédié, d'ailleurs, il commence à sortir les têtes déjà, je trouve que c'est très courageux. Donc, vous avez au FPI des gens capables de diriger ce pays. Donc, vous avez au RHDP aujourd'hui des gens capables de diriger ce pays. Donc, pourquoi ces trois-là veulent nous amener à un match retour? Peut-être parce qu'une partie du peuple les réclame, Tiken Jah Fakoly. Oui, même si, vous savez, il faut savoir s'arrêter. Je vous dis, aujourd'hui, nous avons plusieurs. Nelson Mandela, c'est un message pour Laurent Gbagbo. 27 ans en prison, il sort, il fait un seul mandat. Pourquoi il n'a pas voulu faire 2 mandats? Parce que s'il restait au pouvoir, les jeunes Sud-Africains allaient sortir pour l'insulter après. Ils allaient sortir parce qu'ils allaient réclamer les emplois, ils allaient faire ceci. Je vais dire, c'est pas comparable, ils n'ont pas les mêmes rapports. Mais je vais dire, voilà, Gbagbo, il s'est battu pour la liberté, Nelson Mandela s'est battu pour la liberté. Même s'ils n'ont pas le même parcours. Le parcours est assez différent parce que, voilà, c'est pas comparable. Mais je dis, par rapport au message, vous voyez un peu. Et à mon avis, aujourd'hui, quelqu'un d'autre qui n'a pas le même parcours que le président Alassane Ouattara, c'est Blaise Compaoré, qui a été très puissant. Mais aujourd'hui, qui ne peut même pas avoir le visa pour aller en France. Je pense que c'est un message pour le président Ouattara. On peut être puissant, mais il faut savoir s'arrêter. Arrivé un moment, il faut dire, il faut que je me fasse regretter ou bien il faut que je m'arrête, etc. Ouais. Le président Bédié, c'est la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, son bilan par rapport au maintien de son parti en vie, etc. Voilà, il peut se vanter de ça et puis assister surtout à la continuité de ce parti. Être ce sage-là, et puis s'il y a un problème, on l'appelle et puis on va régler chez lui. Donc moi je pense que, voilà, le président Alassane Ouattara doit savoir s'arrêter. Le président Gbagbo doit savoir s'arrêter, le président Bédié doit s'arrêter. Ils ont 3 ans pour nous proposer des gens. Et ça, c'est le peuple qui va réclamer ça. C'est pourquoi j'ai dit, si jamais ça arrive, moi,
je veux dire que les sages ont abandonné les tâches. Les sages, je veux dire, il y a des autorités religieuses, coutumières, etc. dans ce pays, qui doivent se mettre ensemble pour aller voir ces trois grands et leur dire de ne pas nous mettre dans ce match retour. Et surtout, ce que je demande aujourd'hui, c'est il faut qu'un monument soit construit pour qu'on puisse se rappeler de ce qui s'est passé. Un monument à la mémoire de ceux-là. Comme le mémorial au Rwanda. Mais bien sûr, voilà un pays qui sort d'une turbulence de plusieurs années, des gens sont morts. Vous avez l'impression qu'on ne s'est pas suffisamment arrêté pour tirer les leçons des crises qu'on a connues? Moi, je pense qu'on est des sorciers, hein, on mange l'homme. Moi, je pense qu'on est des sorciers. C'est un peu grave, ça. Ah oui, mais bien sûr, on a mangé 3000 personnes, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. On a mangé avant, et là, on veut manger encore. Parce que, M. Djarasouba, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Quand on va organiser les élections, qui va perdre? Qui a gagné? Qui a perdu? Tout le monde va dire, j'ai gagné. Tout le monde va dire, je n'ai pas perdu. Et donc, on va envoyer encore les enfants des gens aller se faire tuer. Et puis, il n'y aura rien. Tchikandia Fakoli, beaucoup d'observateurs estiment que envers Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, vous avez été très dur, très acerbe. Et concernant le président Ouattara, vous ne l'avez pas été. En vous, j'imagine une relation particulière, un soutien du président Ouattara et du RHDP à sans réserve. Question cash, comment vous répondez? Mais d'abord, c'est les gens qui n'ont pas écouté mes albums. C'est-à-dire que depuis la crise 2010, il y en a qui m'ont classé. Depuis même la rébellion, il y en a qui ont dit non, il est RDR, il est, tu sais, puis bon, voilà. Et il y en a qui m'ont classé, ils ont arrêté d'écouter ma musique, alors que dans mes chansons, j'ai toujours dénoncé. Je peux vous dire même que je suis pratiquement l'artiste qui a plus dénoncé sur le régime Ouattara. Je suis l'artiste, il y a des preuves, hein, il y a des preuves qui sont là, il y a même des journaux proches du RDA à l'époque qui m'ont traité d'enfant maudit. Oui, les journaux sont là, les gens peuvent aller voir, et ainsi de suite. Et puis bon, vous voyez qu'à l'époque, lorsque le président Ouattara était dans l'opposition, je pense que j'étais le seul artiste qui était accusé, en fait, dont enfin, tout le monde s'est retrouvé dans mes chansons. Je suis encore au Mali, je ne suis pas encore rentré au pays, etc. Donc je paye encore, vous voyez un peu. Donc je pense que ce sont des gens qui n'ont pas écouté ma musique. Ce sont des commentaires qui vous affectent? Non, ce sont des commentaires qui, quand je vois, je me dis, mais à partir du moment où tu sais que tu es impartial et que tu continues, mais je ne veux pas nier le fait que le président Ouattara la maman du président Ouattara vient du même village que moi, et que je connais le président, j'ai entendu parler du président Ouattara depuis que j'avais 11 ans. Mon père était ami à l'oncle du président Ouattara, son oncle maternel, qui s'appelait Eladj Aboulaye Cissé, qui habitait à Yopougon-Sable, était un ami de mon père. Donc, quand le président Ouattara envoyait du sucre pour aller distribuer à Gbeliban à l'époque, j'entendais mon père parler de ça. Et donc, quand on est venu me dire, peut-être 20 ans après, qu'il n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci, moi, je ne peux pas rentrer dans ça. Je ne peux pas rentrer dans les trucs. Et puis, pour moi, les histoires de il n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci. Mais moi, je trouve que c'est pas, à notre époque, c'est pas quelque chose d'adapté. Parce qu'au moment où nous, on fait 3000 morts en Côte d'Ivoire, parce que l'autre, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais les Américains mettent Barack Obama à la Maison-Blanche, man. C'est un Kenyan. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, vous voyez le gouvernement de la Grande-Bretagne, vous verrez que c'est un Pakistanais qui est Premier ministre, que la ministre des Affaires de l'Intérieur, elle est indienne, ou bien, etc. Bon, donc, nous, on tergiverse. On est là, on tergiverse, on veut toujours rester dans le même sujet. Moi, je pense que c'est trop petit. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est demander qui peut nous proposer quoi? Qui peut faire quoi pour les Ivoiriens? Et c'est ça qui doit être l'essentiel de notre combat, pas rentrer dans les détails. Donc, les gens qui disent non, sur le président Gbagbo, j'étais non. Très dur, très acerbe. Non, parce qu'ils veulent que je parle dans tout. À l'époque, quand il y a eu une marche pour la vie chère sous Gbagbo, il y a eu même des morts, mais nous, on n'a pas réagi parce qu'on estime qu'il y a des combats qui doivent être menés par les artistes, mais il y a des combats qui doivent être menés par les hommes politiques, dont l'opposition, je veux dire. L'opposition. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui m'interpellent. Non, la vie est chère, tu dis rien, on a cassé la maison des gens là-bas, tu dis rien, comme si moi j'étais un chien, je dois aboyer tout le temps. À l'époque, je ne parlais pas tout le temps. Je parlais souvent, effectivement, dans les interviews. Je dénonçais des choses sur Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, vous verrez que si vous regardez mes interviews à l'international, vous verrez aussi que je dénonce des choses en Côte d'Ivoire. Si vous écoutez mes chansons de 2010 jusqu'à maintenant, si vous fouillez, ceux qui ne connaissent pas toute ma musique, vous allez trouver que je suis l'un des artistes qui a le plus dénoncé sur le régime Ouattara. Maintenant, comme je suis Djoula du Nord de la Côte d'Ivoire, je viens du même village que la maman d'Alassane Ouattara, quelque chose que je ne vais pas nier. Voilà, c'est ma famille, je veux pas, voilà, c'est normal. Mais malgré ça, je pense que j'ai fait ce que je devrais faire en tant que rugbyman, mais malheureusement, voilà, il y a des gens qui me rejettent. Mais bon, ça n'a pas affecté ma carrière, puisque je suis aujourd'hui l'un des artistes les plus connus de Côte d'Ivoire, l'un des artistes les plus titrés. Voilà, vous avez parlé de 2 disques d'or tout à l'heure, il y en a 4 disques d'or. Et là, je vous épargne les distinctions dans le monde entier. Là, je dois faire 20 concerts en Europe, il y a 15 qui sont déjà complets, alors que je peux mourir avant. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose, quand tu suis la vérité,
Dieu t'accompagne toujours. Et contrairement, voilà, il y a des artistes, effectivement, qui sont considérés comme plus engagés que moi, plus panafricanistes comme moi, mais leur carrière est à un niveau pas enviable. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent parler et ils peuvent aussi remarquer que si ils m'accusent d'être un soutien du RHDP ou bien du président Ouattara, mais ils verront que sur le régime du président Ouattara, je suis l'un des artistes les plus lésés, en fait. Voilà, parce que voilà, je suis considéré par les gens qui sont au pouvoir comme quelqu'un qui n'est pas avec eux, donc il n'est pas trop... Finalement, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Je suis le Ngomi. Ngomi, devant grillé, derrière grillé. Le Ngomi, c'est un beignet en Un beignet en Côte d'Ivoire. Donc je suis un peu le Ngomi, mais voilà, ma mission avec le reggae, c'est d'être impartial, dénoncer surtout les régimes, être la voix des sans-voix, c'est ce que j'essaie de faire. Et si celui qui est lucide, qui n'est pas partisan, écoute ma musique, ma carrière, même cette histoire même les histoires des troisième mandats. J'ai été le seul artiste qui a fait un titre sur les histoires des troisième mandats. Et les titres sont là, j'ai même fait un clip, etc. Mais mon tort, on m'accuse parce que je suis du Nord, parce que je suis du même village que Lamad Alassane, Ouattara, parce que ceci, c'est là, mais bon... Pour vous, ce n'est pas fondé? Non, ce n'est pas fondé parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Je ne sais pas, ma famille, c'est ma famille, je ne veux pas régner ma famille parce qu'ils font de la politique. Absolument. Tchekania Fakoli, vous parliez tout à l'heure, vous demandiez aux trois grandes figures de la politique ivoirienne de passer la main avant la présidentielle de 2025. Vous appelez donc à un renouvellement du personnel politique. Il y en a certains qui se sont désignés déjà. Vous avez cité par exemple au PDCI certains courageux. Très courageux. Je vais citer Jean-Louis Billon. Il y en a qui sortent de la tête, qui essaient de s'émanciper. Est-ce que vous avez, dans votre esprit, vous vous dites, il y a telle personnalité ou telle personnalité qui peuvent conduire le navire ivoire? Ah non, moi je pense c'est pas moi. Moi je pense que c'est à cette personnalité-là. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération a les capacités? Mais elle est là. Elle est là. Et puis il faut qu'elle soit là du vivant des anciens. C'est-à-dire que si le prochain président vient du RHDP, que le président, qu'il prenne conseil auprès du président Ouattara, et s'il vient du PDCI, qu'il aille prendre conseil de temps en temps auprès du président Bédié, s'il vient du PPACI, qu'il aille prendre conseil auprès du président Gbagbo. Moi, je pense que c'est ce qui doit se faire. Il faut qu'ils nous assistent avant de partir. Nous tous on partira, peut-être que moi je vais aller avant eux, mais il faut qu'ils restent, qu'ils assistent. C'est ce qui nous a manqué. Oufoué et moi, on a commencé par là. Si Oufoué avait choisi quelqu'un et qu'il avait été le garant de la stabilité, et parce que tout le monde avait du respect pour lui, même si nous, les panafricains, on a un peu de doute par rapport à son combat sur le plan panafricain, parce que c'était le représentant de la France quand même qui nous a fait... voilà, je pense qu'il a perturbé le combat de Sékou Touré, de Kwame Nkrumah. C'est le seul qui nous a fatigués dans la région, parce que s'il était avec nous, on allait gagner le combat. Mais ça reste un grand homme pour la Côte d'Ivoire, c'est un héros national. Je pense que si, de son vivant, il avait choisi quelqu'un et qu'il avait assisté, on allait avoir un sage qu'on allait aller voir souvent, Yamoussoukro, pour lui dire... voilà, qui allait nous guider. Mais malheureusement, il a préféré rester jusqu'à la fin et dès qu'il est mort, notre malheur a commencé. Donc, ça aussi c'est un message pour les dirigeants d'aujourd'hui, hein, et pour nous, pour notre génération. Il faut que nos anciens nous assistent, qu'ils assistent les jeunes qui vont nous proposer. Ils peuvent travailler sur leur programme, parce qu'il faut savoir que les Ivoiriens sont errés. Où la Côte d'Ivoire est arrivée là? Celui qui vient, on voit que c'est possible. On voit qu'il est possible de faire des routes, on voit qu'il est possible de faire des choses. Et donc, celui qui va arriver derrière, il y a un grand défi qui l'attend, parce que les Ivoiriens ont compris maintenant que le pays peut évoluer. On nous a montré ça. Donc, si tu n'as pas la capacité de nous faire avancer, c'est mieux de ne pas se présenter. Donc, ce n'est pas à moi de dire telle ou telle personne, mais je sais que les militants des différents partis politiques m'écoutent et ils savent qu'au sein de leur famille politique, ils ont absolument des gens capables de conduire ce pays aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Ce match retour, s'il s'est fait, moi, je vais être tellement déçu. Parce que les enfants qui sont morts, ils sont morts pour rien. Je te dis, il n'y a pas de monument. Je le redis encore. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est qu'il y ait un monument qui soit construit à la mémoire de ces 3000 morts et que ce monument soit inauguré par le président Alassane Ouattara, le président Arikona Bédié, le président Laurent Gbagbo. Comme ça, la boucle est bouclée. Et puis maintenant, après l'inauguration de ce monument, puis on vient de sortir de la Coupe d'Afrique, tu vois. Je souhaite d'ailleurs qu'on gagne la Coupe. Donc on vient de sortir de la Coupe d'Afrique, on est enjaillé, et eux, ils viennent inaugurer ce monument. Et puis ils disent, nous, on a décidé de nous reposer, on laisse la place aux autres. Mais vous voyez, chaque fois qu'ils se voient, ça calme les cœurs. C'est cela. Chaque fois qu'ils se rencontrent, ça calme les cœurs. Donc ça veut dire que quand on va les voir en train de faire, pas le match retour, mais le match final, finalement, à trois, de se retirer, ça va changer encore la Côte d'Ivoire, ça va changer les cœurs, parce que les cœurs sont encore
Il y a quelque chose. Quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, on se dit, mais... Il y a de la méfiance. Mais est-ce que ce pays-là a oublié ce qui s'est passé? C'est la question que des gens comme moi se posent. Est-ce qu'on a oublié? Il y a des moments ici, on ne peut pas sortir. Ah, ça tire là-bas, hein. Ah, ça fait ceci. Hein. On entend des coups de fusil dans l'Ouest. On entend, on dit, tu vois, on sort de ça. On a un pays qui s'apprête à décoller, mais avec des injustices que nous dénonçons, hein, je le dis. Je pense qu'il y a des injustices, il y a des inégalités, et je pense que si les gens écoutent mes chansons, ils verront qu'on va continuer à dénoncer ça. Mais il faut aujourd'hui savoir que ce pays-là est de retour et que nous devons tout faire pour ne pas le faire retourner d'où on est venu. Très bien. Tikenja, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question nous vient de Denis Kouamélan qui dit quels sont vos rapports avec les acteurs politiques ivoiriens, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Charles Blé Goudé. Très rapidement. Je n'ai pas de rapport avec Guillaume Soro, voilà, je n'ai pas de contact permanent avec eux du tout. Donc voilà, j'ai pas, j'ai effectivement des gens qui apprécient ce que je fais ou bien que j'apprécie, dont j'apprécie. Il y a des hommes politiques, j'apprécie leurs actes dans leur région. Je ne dirais pas ici pour ne pas faire leur publicité, mais je n'ai pas de contact direct avec vous savez, quand je suis rentré en 2007, j'ai voulu rencontrer tous les leaders. J'ai rencontré, ça a été d'ailleurs la première fois que je rencontre le président Alassane Ouattara, quand je suis venu en 2007. Je voulais passer chez tout le monde, j'ai rencontré Guillaume Soro, j'ai fait le déplacement pour aller à Daoukoro, je n'ai pas vu voir le président Bédié. Quand je suis arrivé, le président Bédié avait fini de dîner, il est monté, il n'est pas descendu, donc on a continué à boaquer. Et le président Gbagbo, j'ai demandé à le rencontrer, je n'ai jamais eu de retour. J'ai appelé ses collaborateurs, à l'époque, il y a un proche, voilà, il y a un proche qui m'a aidé, mais on ne m'a jamais ouvert la porte. Donc je n'ai pas de contact direct avec eux. J'estime que un reggaeman, le reggae est une musique contre-pouvoir et que le reggae n'a pas à faire copain-copain avec les hommes politiques qui sont au pouvoir ou bien qui doivent arriver au pouvoir demain. Très bien. La prochaine question. Juliana Kwame, quelle musique écoutez-vous à part le reggae? Moi, j'écoute beaucoup de musique traditionnelle. Voilà, j'écoute beaucoup parce que je suis à la recherche depuis quelques années, en tout cas, des instruments traditionnels que je peux intégrer dans le reggae. Parce qu'on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains, mais on peut apporter une couleur originale au reggae africain. On peut aussi prouver que les Jamaïcains viennent d'Afrique et donc nous sommes un peu la maman du reggae. Et que, voilà, ils sont partis avec le reggae, ils ont été arrachés à cette terre et que c'est en Jamaïque qu'ils ont ouvert leurs valises. Donc j'écoute beaucoup de musique traditionnelle. Voilà, voilà. C'est dommage, j'écoute pas beaucoup de musique aujourd'hui urbaine, dansante, que j'apprécie, hein, chacun en son temps. J'adore voir les jeunes danser, c'est cool. Moi-même, quand je suis seul, souvent, je sais. Hein. D'accord. Tikenja Fakoly, dernière question. De tous vos 11 albums studio, quel est votre préféré? Moi, j'aime tous mes albums. Mes albums sont comme mes enfants. Moi, j'écoute. Est-ce qu'il y en a un qui a une signification particulière? Bon, je pense qu'il y en a qui ont marqué ma carrière. La victoire de la musique avec l'album France-Afrique. France-Afrique, votre premier disque d'or notamment. Voilà, le premier disque d'or. Coup de gueule, le morceau Plus rien ne m'étonne, qui est aujourd'hui d'actualité avec la guerre russo-ukrainienne. Donc les gens ont compris que les gens... Vous disiez qu'ils ont partagé le monde. Ils ont partagé le monde. Et puis bon, j'ai le dernier appel aussi qui a marqué ma carrière parce que dans ce titre, j'appelais la diaspora à venir en Afrique, investir et s'investir surtout. Et je pense que depuis quelques années, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui étaient à Paris, à New York, qui sont rentrés. Beaucoup de Maliens qui étaient à Paris sont rentrés, j'en connais. Et donc cet appel-là, même si ils n'ont pas écouté mon appel, mais voilà, moi je me dis que l'appel a été attendu.